messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre sur la télévision nationale dans votre émission. Dites-moi tout, docteur, que vous regardez tous les dimanches à partir de 14 heures. Aujourd'hui, notre thème va porter sur la dépigmentation. La dépigmentation, aujourd'hui, n'est plus un phénomène de société, mais plutôt un problème de santé publique. Changer la couleur de sa peau n'est pas sans conséquence. De nos jours, hommes, femmes se livrent à cette pratique. Même des célébrités sont aussi adeptes de cette pratique. Aujourd'hui, donc, nous avons invité sur ce plateau professeur Tunkara Tierno Mamadou pour nous parler un peu les risques liés à la dépigmentation. Un autre jeune, Amadou Tidjane Bari, président d'une ONG de la place, qui lutte également contre le changement de couleur de la peau. Deux personnes qui évoluent dans différents secteurs, mais qui ont un dénominateur commun. Pour plus d'informations, mesdames et messieurs, restez avec nous. Encore une fois, bienvenue à tous. Il se met à parler là-bas au lieu de suivre. Retour sur le plateau de Dites-moi tout, docteur. 55 minutes pour parler de notre thème du jour, notamment les dangers de la dépigmentation. Je rappelle que nous avons autour de cette table professeur Tierno Mamadou Tunkara, dermatologue vénérologue, et Amadou Tidjane Bari, président de l'ONG ACOD. Il vous dira tout à l'heure ce que c'est. Encore une fois, bienvenue à tous, chers invités. La deuxième partie, donc, vous pouvez nous appeler au 620 58 90 73. D'ici là, nous avons quelques questions pour nos invités respectifs et nous vous livrerons l'antenne juste après. Encore une fois, professeur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir. D'accord, ce n'est pas la première fois que vous passez dans cette émission. La première, c'était donc lors du congrès. Voilà, que vous étiez là. On a parlé d'autres thèmes. Aujourd'hui, on se focalise sur la dépigmentation. Alors, notre première question, c'est, comme je le disais tout à l'heure à l'entame, les risques liés à cette pratique qui change la couleur de la peau. Eh bien, merci encore une fois pour cette opportunité que vous nous offrez d'échanger autour de ce sujet. Vous l'avez très bien campé, il s'agit d'un problème de santé publique. Un problème de santé publique, tant la pratique elle est courante, tant les conséquences en termes sanitaires sont élevées, mais également des conséquences en termes économiques. Alors, qui dit dépigmentation cosmétique volontaire, encore appelée dépigmentation artificielle, fait allusion à une pratique qui consiste à appliquer des topiques sur la peau dans le seul but de changer la teinte naturelle de la peau. Alors j'insiste sur le fait qu'il s'agit d'un changement de quelque chose qui est naturel. Donc le changement de cette teinte naturelle de la peau qu'on appelle la dépigmentation cosmétique volontaire ou que d'autres appellent la dépigmentation artificielle, eh bien c'est une pratique courante qui a plusieurs appellations selon les pays. En Guinée, ici, vous vous rappellerez qu'au début des années 90 ou légèrement après, on l'appelait celle qui pratiquait cette dépigmentation, la Guinée-Colo. Au Sénégal, Guinée-Colo, au Sénégal, c'est bien connu, c'est le Raïsal. Au Niger, c'est le Doro. Au Bénin, c'est le Bojou. Au Mali, c'est le Tchatcho. Donc, c'est une pratique carrément qui existe et qui est rencontrée dans la plupart des pays africains, sinon dans tous les pays d'Afrique. Mais ce n'est pas une réalité africaine, c'est un phénomène mondial. D'accord. Selon vous, professeur, c'est une question qui m'est venue à l'idée. Pourquoi les gens essaient de changer la couleur de leur peau? Alors, une très bonne question que vous posez est que les chercheurs se sont posés cette question depuis plus de 20 ans maintenant, là, en se posant la seule question, quelles sont les motivations des gens? À un moment donné, on s'interroge pourquoi tout d'un coup quelqu'un décide
de son propre gré, de changer la couleur naturelle de sa peau. Alors les motivations sont nombreuses. L'une des motivations qui revenait souvent, c'est le désir de plaire. Alors, derrière cela, parfois aussi, il y a des travaux scientifiques qui ont établi le déni de son identité. Et parfois, si vous voulez, un complexe vis-à-vis de la peau qui a été vendue comme la peau de rêve, une peau blanche, et cela fait partie des différentes motivations. Mais essentiellement, dans la plupart des pays africains, en tout cas, durant les 15 premières années de cette pratique-là, l'une des motivations qui revenait le plus souvent, mais ce n'est pas la seule motivation, c'était le désir de plaire. Alors, ça, si vous parlez le désir de plaire, est-ce qu'on ne va pas penser aux femmes automatiquement? Mais aujourd'hui, la donne a changé, les hommes aussi changent. Oui, mais attention, pareil comme les femmes. Alors, donc c'est vice-versa, les hommes essaient de faire plaisir et les femmes également. Autant le dire, quand je dis désir de plaire, ce n'est pas que seulement les femmes, mais les hommes aussi peuvent, dans une sorte, si vous voulez, de mauvaise approche, penser que cette teinte naturelle de la peau qu'ils avaient, la peau noire, elle n'attire pas comme une peau blanche. Nous avons fait certains travaux où des dames te disent que les hommes préfèrent la femme qui a le teint clair. Beaucoup le disent, mais au fond, c'est une question qui n'est pas totalement close. Aujourd'hui, les motivations réelles, on n'a pas fini de les comprendre. Mais celle qui revient le plus souvent, encore une fois, c'est cette argumentation, encore qu'il y a beaucoup d'éléments qui peuvent ne pas plaider en faveur de cette argumentation. Peut-on changer la couleur de sa peau sans conséquence? Non, on ne peut pas changer la couleur de sa peau sans conséquence, parce que, et c'est là où c'est intéressant, il faut le rappeler que cette couleur de la peau, c'est une couleur, certes, mais ce n'est pas qu'une couleur. Parce que ce qui confère la couleur de la peau a un rôle qui, malheureusement, n'est pas perçu par beaucoup de gens. Et c'est pourquoi on s'acharne à détruire ce pigment-là qu'on appelle la mélanine. Parce que figurez-vous que si on a une carnation noire, une peau noire, c'est parce qu'on a suffisamment de mélanine. Si on détruit cette mélanine-là, du coup, on s'expose à autre chose. On s'expose non seulement aux conséquences médicales, on s'expose également dans ces conséquences médicales essentiellement à des infections. Et vous faites bien de le souligner. Actuellement, nous rencontrons, et c'est malheureux, des cas de cancer qui surviennent sur un terrain de dépigmentation artificielle. Ce n'était pas courant il y a quelques années, mais il se trouve que c'est les conséquences néfastes de cette pratique-là. Nous reviendrons, je l'espère, sur d'autres conséquences beaucoup plus dramatiques encore, qui existent et qui malheureusement sont occasionnées. Parce que si on n'avait pas changé la couleur de la peau, eh bien, ce pigment qui nous protège naturellement contre les agressions extérieures continuerait à jouer son rôle. Voyez-vous, si vous avez un parapluie qui vous empêche d'être mouillé par la pluie, si vous le détruisez, ne soyez pas étonnés que vous soyez mouillé. Alors, professeur, lorsque vous parlez comme ça, il y a une question qui me vient également à l'esprit, et les personnes qui souffrent de cette pathologie appelée vitiligo. Est-ce que vitiligo. Vitiligo. Alors, c'est deux registres différents, même s'ils partagent quelque chose en commun, c'est que l'action se fait au niveau de la mélanine. Comprenez, quand c'est le vitiligo, si vous voulez, c'est une maladie auto-immune. Ici, l'organisme lui-même, pour des raisons qui ne sont pas encore connues, produit des anticorps, si vous voulez, des gendarmes, qui, dans les conditions normales, servent à combattre un agresseur extérieur. Mais dans le cas de cette maladie que vous avez appelée vitiligo, qui se traduit par des taches où il n'y a pas de coloration, si vous voulez, le reste de la peau est noir, il y a des endroits où c'est totalement blanc. Alors, ces personnes-là, l'organisme produit des auto-anticorps qui détruisent l'usine qui produit la mélanine. Donc, ici, c'est une maladie auto-immune, ce n'est pas l'effet d'un produit qui a été amené de façon Mais justement, c'est pour demander, il y a ces personnes qui veulent uniformiser le teint
la peau, est-ce qu'ils doivent se soumettre à ces personnes Non. qui... Alors, La, c'est rép- pourquoi la- je la pose la réponse, question. la réponse est tout de suite non. Pourquoi? D'accord. Parce que le vitiligo, il évolue en des étapes. Sur le plan médical, on vous dira qu'un vitiligo, c'est 3 étapes. En fonction de l'étape où on se situerait, il y a une approche thérapeutique qu'il faut apporter. En intégrant le fait que c'est une maladie auto-immune au cours de laquelle on ne maîtrise pas encore tous les contours. Mais il y a des travaux fort intéressants aujourd'hui qui offrent des perspectives de solutions. Voyez-vous, je vous ai dit tout à l'heure que l'organisme, pour une raison qu'on ignore, se met à s'attaquer à ses propres constituants. Et ici, le constituant qui est visé, c'est le mélanocyte. Et cette entité-là, c'est elle qui produit le pigment qui donne la couleur de la peau que tout le monde connaît, qu'on appelle la mélanine. Donc, est-ce qu'il faut utiliser des produits dépigmentants pour ajouter à une peau qui a encore perdu de la mélanine? Évidemment, la réponse c'est non. Quand il y a un vitiligo, la première des choses à faire, c'est de se tourner vers un professionnel de santé qui, après un examen soigné, peut dire c'est un vitiligo qui est à tel stade et c'est connu aujourd'hui. Quand c'est tel stade, voici l'approche thérapeutique. Quand c'est tel autre, voici l'approche thérapeutique. Mais ça ne se fait pas. Si vous voulez, c'est au cas par cas. Le traitement de vitiligo, le traitement est définitif? Il est difficile. Il est Difficile, difficile à partir du moment où on ne connaît pas essentiellement la raison pour laquelle l'organisme se met à produire des trucs. Ce qu'on sait et qu'on sait très bien aujourd'hui, c'est que le vitiligo, dans son histoire naturelle, c'est 3 choses. Quelqu'un a une tache blanche, cette tache, elle peut rester stable, donc elle n'évolue pas, c'est 5 mm, elle reste 5 mm. Ou bien non, ça évolue, c'était 5 mm, demain c'est 0, donc la peau s'est repigmentée. Ou bien non, ça s'aggrave. Mais malheureusement, à l'instant où je vous parle, personne ne peut vous prédire pour dire tel patient va évoluer, tel autre va rester stable, tel autre va guérir spontanément. Donc ce sont ces 3 modes évolutifs. Bien entendu, il y a certaines subtilités cliniques, mais ça se gère vraiment en clinique. Très bien. Ça se gère en clinique. À vos côtés, il y a une association appelée CODE, Monsieur ACODE. Vous allez nous dire tout à l'heure qu'est-ce que c'est. Monsieur Amadou Tidiane Barry est président de cette structure. Alors, Monsieur Barry, dites-nous depuis quand cette structure ACODE existe et le nom, la définition tout à l'heure et les actions que vous avez menées sur le terrain dans la lutte contre la dépigmentation. D'accord. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Si vous permettez, je voudrais un peu rebondir sur ce que le professeur vient de dire, surtout sur les causes qui amènent les personnes, surtout les femmes, à se dépigmenter. Vous lui avez posé la question de savoir est-ce que ce ne sont pas les femmes seulement ou est-ce que ce sont les garçons aussi. De nos jours, disons, la dépigmentation touche presque toutes les couches, mais c'est la couche féminine qui est la plus touchée. Si vous prenez la couche féminine, vous allez voir des femmes, parfois même des vieilles, des filles, des jeunes filles qui se dépigmentent. Oui. Mais à côté de cela, il y a des hommes. Mais les hommes, si on prend par exemple la Guinée, d'abord le phénomène n'a pas pris une ampleur. Mais si vous prenez par exemple en Afrique centrale, comme le Congo, les 2 Congos, que ce soit le Congo Brazzaville, là-bas il y a des parties où tu ne peux pas faire la distinction. C'est-à-dire que ce soit les hommes ou les femmes, tout le monde se dépigmente. Concernant les causes, sur la base d'une recherche que nous avons menée à CODE, une recherche documentaire, parce qu'on n'a pas été sur le terrain d'abord, même si c'est prévu, nous avons trouvé qu'il y a les causes sont multiples et variées. Nous les avons distinguées en 2. Disons, il y a les facteurs explicatifs, il y a les motivations qui amènent les femmes, parce que moi je parle toujours des femmes parce que surtout chez nous, d'accord, vas-y, Amadou, vas-y. Voilà, les facteurs explicatifs.
Le premier facteur, selon les recherches que nous avons menées, remonte sur, disons, le complexe de la colonisation. C'est-à-dire, après la colonisation, on a inculqué dans la tête de tout le monde, c'est-à-dire tout ce qui est noir, c'est mauvais. C'est-à-dire, on considérait les Blancs comme, disons, des dieux ou bien des demi-dieux. Donc, cela est resté. Jusqu'à présent, il y a certains analystes même qui disent que, qui ont fait une comparaison, c'est-à-dire les pays qui ont subi une colonisation féroce, on a tendance à retrouver plus de gens qui se dépigmentent là-bas que ceux-là, là où il y a qu'on appelle la colonisation n'a pas été trop dure et n'a pas été dure. Donc jusqu'à présent, ce complexe-là continue. Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, ce n'est pas forcément lié à la, disons, à la colonisation, mais même chez nous. Il y a, par exemple, même si vous faites un rêve, on va dire, bon, qu'est-ce que tu as vu? Si tu parles des choses qui ont des couleurs noires, on va dire, bon, toi, tu es malheureux. Certains, ou bien, il y a certains même qui disent, par exemple, en allant à un voyage ou pour faire un séjour, quand ils rencontrent quelqu'un de noir, ils vont dire, ma chance est gâtée. C'est-à-dire, dès le début, même dans l'éducation, tout ce qui est noir est assimilé au malheur. Tout ce qui est blanc est assimilé au bonheur. C'est-à-dire, ça c'est dans plusieurs aspects. Rapidement, il y a troisième élément de facteur explicatif de la dépigmentation. Vous savez, nous, on appelle, les sociologues parlent de ce qu'on appelle groupe d'appartenance et groupe de référence. Forcément, le groupe auquel vous appartenez vous influence beaucoup et ce que vous voyez aussi vous influence le plus. Tout à fait. Si vous regardez les chaînes de télévision, surtout africaines, toutes ces chaînes diffusent des séries télévisées où il n'y a que des filles de teint clair seulement, c'est-à-dire des séries brésiliennes, argentines, mexicaines, indiennes, etc., etc. Le fait que tous les jours, les femmes, les filles regardent cela, cela influence parce que eux, maintenant, dans leur conception, la beauté est synonyme à la clarté. Voilà, au teint clair. Ça, c'est le premier élément. Ça, ce sont les facteurs explicatifs. C'est-à-dire, sans aller même demander aux personnes pourquoi vous vous dépigmentez, ça, ce sont des facteurs qui peuvent expliquer. Deuxièmement, il y a les motivations. C'est-à-dire les motivations, il y a eu des recherches sociologiques. On est allé vers les concernés, donc ceux qui se dépigmentent, on leur pose la question pourquoi vous changez de couleur de peau. Donc, dans ça, disons, les réponses aussi sont variées, même si il y a des points communs à toutes ces réponses. Si vous prenez, disons, une bonne partie de ces femmes ou des personnes qui se dépigmentent, elles le font pour attirer, comme le professeur vient de dire, pour attirer l'autre. Parce qu'on pense que souvent même en Afrique, en Guinée plus alors, précisément... Nous avons quelques images d'illustration, professeur. On dit... Alors, vous allez nous interpréter ça plus tard. D'accord. Et par exemple, si on demande à un homme, il faut te marier, l'homme va dire, bon, je suis d'accord, cherchez-moi une belle fille de teint clair. C'est-à-dire, pour lui, belle fille, c'est le teint clair. Ça, c'est dans plusieurs régions du monde. Ça, c'est un élément qui pousse, puisque les filles aussi veulent se marier. Si tous les hommes demandent seulement les teint clair, heureusement que ce n'est pas tous les hommes, parce que les gens ont tendance à le croire. Ça, c'est un premier élément. Deuxièmement, le réseau d'amis, on en a parlé, mais il y a aussi des hommes, des maris qui demandent à leur femme épouse, de se dépigmenter. Mais est-ce que vous avez rencontré dans votre enquête, dans votre recherche, ces cas?
les femmes Oui, les hommes qui demandent à ce que les oui, femmes dans une changent. étude menée à Abidjan, il y a une femme qui a témoigné ainsi que c'est son mari qui lui a demandé de se dépigmenter. Mais pour nous, c'est que l'homme ne l'aimait pas dès le début. Sinon, si tu voulais une femme de teint clair, tu allais chercher une femme de teint clair. Sinon, comment expliquer que tu sois avec une femme pendant des années et c'est après ça que tu demandes que tu lui demandes. Voilà. Il y a aussi la rivalité. C'est-à-dire, je vais faire rapidement. Vas-y. Il y a la rivalité. Il y a des femmes de teint noir lorsque leur mari épouse une autre femme de teint clair, elles vont croire que c'est parce que peut-être elles sont noires et l'autre est claire. Donc elles vont changer. Une étude réalisée aussi au Sénégal, parce qu'en Guinée d'abord, je n'ai pas vu une étude d'une ampleur comme justement, ça. le professeur va nous dire à quel niveau se situe aujourd'hui la recherche voilà. Au niveau des femmes qui se changent, là-bas aussi, les femmes caméléons. La femme a dit, mon mari a épousé une fille de teint clair. Je vais lui montrer qu'elle n'a pas le monopole de la beauté. Pour elle aussi, c'est l'une des causes. Je vais finir peut-être par donner un exemple d'une vidéo que j'ai visionnée sur YouTube, d'un témoignage d'une femme animatrice de cérémonie au Sénégal. Cette femme, elle allait dans beaucoup de cérémonies pour faire l'animation, mais elle avait un teint noir. Mais les gens se moquaient d'elle, et lorsque le caméraman vient pour filmer, souvent le caméraman ne la fixait pas trop. Donc elle s'est fâchée, elle a changé de couleur. Ensuite, lorsqu'elle va à une cérémonie, on filme très bien. Et lorsque pour la première fois on a visionné l'image, on dit « Ah, on l'a apprécié. Non, tu es très belle. » Depuis lors, elle a continué comme ça. Et disons, quand elle va à une cérémonie, on fixe la caméra vers elle. Mais elle-même, elle a dit que cette célébrité, ce bonheur-là éphémère, n'a pas duré d'1 mois. Donc, elle a regretté parce que, finalement, il y a eu, comme le professeur expliquait, je ne sais pas, il y a vergeture, de boutons, il y a beaucoup de choses. Donc, les conséquences, elle a commencé à sentir. Donc, elle a regretté, elle a dit que vraiment, si elle savait que c'est ce qui l'attendait, c'est-à-dire le succès là n'allait pas durer, elle n'allait pas continuer. Et rapidement, Djabari. D'accord. Si vous permettez, je ne sais pas si on aura le temps pour parler des conséquences, parce que professeur, il en parlera tout à l'heure. Non, puisque les conséquences, ce ne sont pas que des conséquences sanitaires. Il a dit conséquences économiques, mais il y a des conséquences sociales aussi. Tout à fait. Voilà. Quand on parle des conséquences sociales, c'est là-bas que les gens doivent voir. C'est-à-dire, au début, tu es attiré, tu penses que quand tu le fais, tu vas vraiment réussir. Les conséquences sociales, je veux mettre l'accent sur un seul facteur. Il y a des hommes qui aiment les filles de teint noir comme moi, par exemple, qui marient des filles comme ça, qui partent en aventure en Europe ou aux États-Unis, par exemple. Les femmes qui restent pensent que, puisque l'autre est allé à l'Occident, donc, si elles changeaient de couleur, lorsque leur mari reviendrait, elles auraient attiré plus. J'ai vu beaucoup de témoignages de ce genre. Je vais dire un seul témoignage. Un ami m'a rapporté que c'était son voisin. Le monsieur a laissé sa femme ici, d'un noir. Il est parti en Europe. Après, lorsque il a appelé sa femme qu'il doit revenir, la femme a commencé directement à se dépigmenter pour attendre, puisque la femme aime vraiment
se rendre plus belle lorsque surtout son mari doit rentrer. Mais quand son mari est rentré, il a vu que vraiment madame a changé complètement de teint. Il a dit, bon, moi ce n'est pas à toi que j'ai laissé ici. Donc, justement, cela a été l'une des causes. Et ça nous permettra de poser la question suivante, professeur. Comme vous les appelez les corticoïdes, les dihydroquinones, tout ceci entraîne la vergeture, ou comme on appelle ça, l'ochronose. Alors, lorsque c'est arrivé à cette phase, la prise en charge, parlez-nous un tout petit peu. On a vu quelques images qui défilaient tout à l'heure. Il y a des parties quand même, on n'arrive pas du tout à les blanchir, n'est-ce pas? Oui, c'est dramatique les images que vous avez fait voir à vos téléspectateurs montrent encore une fois le danger de cette pratique. La première des choses qu'il faut intégrer est ce qui est naturel nous protège. C'est important. Et une fois que l'on s'y attaque, on s'expose à toutes ces conséquences parce que ces images que vous avez montrées, elles font partie de notre quotidien à l'hôpital. Et tout à l'heure, Tidiane le disait, et je rappelle juste ici que quand vous prenez une pathologie comme les dermohypodermites bactériennes, ici en Guinée, en l'occurrence au service de dermatologie à l'hôpital d'Onka, c'est environ 18% de dépigmentation. Donc les données guinéennes, elles existent. Les travaux ont été faits depuis, si vous voulez, depuis 2000. Depuis l'an 2000, des travaux sont faits sur la dépigmentation où aujourd'hui on a un répertoire où nous avons à peu près la plupart des conséquences médicales. Je ne parle pas de l'aspect social qui, du reste, est du ressort d'autres spécialistes. Mais essentiellement, les produits dépigmentants qui sont utilisés, c'est des dermocorticoïdes et c'est du propionate de clobétasol, alors qu'on l'appelle X, Y ou Z selon les spécialités. Toujours est-il que le principe actif reste le même. Ce qui est intéressant, c'est que ce produit qui est utilisé, c'est un produit qui est détourné de son indication initiale. C'est un médicament qui a ses indications. Il a ses indications. Il y a beaucoup de pathologies aujourd'hui en dermatologie. Quand nous voulons les guérir, nous voulons apporter une réponse, on fait recours à ces corticoïdes-là. Sauf que ici, c'est un usage médical. Mais il se trouve que pour ce qui est de la dépigmentation artificielle, on utilise des produits qui ont une indication bien définie, on détourne ces produits de leur indication et on fait un usage qui n'est pas approprié. Du coup, on s'expose aux conséquences. C'est le cas de l'hydroquinone. L'hydroquinone, en tant qu'hydroquinone, a des indications. Mais à quel pourcentage? Vous prenez un pays comme la France, l'hydroquinone, quand ça dépasse 2%, il n'est pas commercialisé, c'est interdit. Mais aujourd'hui, personne ne peut vous dire quelle est la concentration en hydroquinone des produits qui sont déversés sur nos marchés. Sur le marché, oui. C'est pareil. Ailleurs, tu ne peux pas te permettre d'avoir un dermocorticoïde à chaque coin de la rue. Non, parce qu'on sait que c'est à la limite, c'est un poison pour le corps. Mais ici, à tout bout de champ, à n'importe quel coin de la rue, tu peux avoir des produits. Et n'oublions pas que parfois, et ça je suis d'accord avec Tidiane, M. Tidiane qui l'a bien dit, les gens sont sous influence. Vous ne pouvez pas faire 100 mètres à Conakry ou regarder n'importe quel média parfois sans être surpris par la teneur des spots publicitaires qui vantent les mérites de certains produits. Et pourtant, très souvent, même ceux qui soutiennent cela n'utilisent pas ces produits. Tout à fait. Mais vous le savez, le contexte culturel aidant, les gens savent que tout ce qu'ils verront affiché sur les panneaux publicitaires, tout ce qui va être dit à la radio, tout ce qui va être montré à la télévision, les gens ont tendance à le prendre pour argent comptant. Donc on ne peut pas s'étonner que les gens tombent sous cette influence-là et qu'ils courent dans la boutique d'à côté qui n'est pas habilitée à vendre des produits comme cela, parce qu'ailleurs, c'est obligatoirement à la pharmacie qu'on doit aller. Donc, on s'expose à des conséquences comme ce que nous avons vu. Là, vous parliez de chronose. Et pour parler simple, aujourd'hui, dans le langage basique, les gens disent le goudron, qu'elle a eu le goudron. Ou bien non, elle a eu des phares. D'accord? Parce qu'elle a utilisé de l'hydroquinone. Et là aussi, il y en a. Oui, parce que les dermocorticoïdes, n'oublions pas
quand on utilise les dermocorticoïdes sur une large surface, et c'est ce qui arrive malheureusement, c'est comme si on a pris des corticoïdes par voie orale. Et ces corticoïdes-là, c'est connu aujourd'hui par tous les prestataires, il y a des effets secondaires. Parmi ces effets secondaires, vous voyez cette prise de poids. Vous vous rappelez que dans les années 2000, on disait que quelqu'un a pris des comprimés pour prendre du poids. On disait Gekedou, d'accord? Des corticoïdes. Une femme qui, dans les conditions physiologiques, n'a pas de barbe, il se retrouve avec cet état d'hirsutisme parce qu'elle a des barbes, elle a une bosse, d'accord? Professeur, vous voyez ces images-là? Cette image que vous montrez, justement, c'est cette image qu'on appelle ochronose. Et souvent, quand ça arrive à ce niveau-là, excusez, si vous voulez, on est arrivé à un point de non-retour. Parce que qu'est-ce qu'il faut pour apporter une réponse médicale à cela? C'est pourquoi cette pratique de la dépigmentation artificielle, il faut l'arrêter. Il faut l'arrêter parce que ça arrive, il y a des conséquences psychologiques, parce que ça devient addict. Les gens deviennent addicts à leurs produits. Parce qu'ils se retrouvent dans un cercle vicieux où ils disent, quand j'arrête, ma peau noircit. Elle ne noircit pas, c'est la couleur initiale de ta peau qui revient. C'est temporaire, et puis quand ça noircit, c'est temporaire. Et puis ça revient petit à petit. Mais les gens ont l'impression, non, je noircis, donc qu'est-ce que je fais? Je réutilise les choses. Et à force de réutiliser, à un moment donné, malheureusement, tout le stock de mélanocytes que vous avez, Professeur, il a parlé tout à l'heure des jeunes filles qui commencent à se blanchir la peau très jeune âge. Oui, très jeune, parce qu'actuellement, on s'est rendu compte aussi qu'il y a cette dépigmentation infantile. Parce que voyez-vous, quand une maman utilise des produits dépigmentants, eh bien, ses enfants l'utilisent. Le mari parfois. Le mari aussi. Le mari aussi, parce que... Alors, on contamine toute la famille. N'oubliez pas que très souvent, que ce soit les enfants ou l'entourage, les gens font ce que nous faisons, non pas ce que nous disons. Ils regardent ce que nous faisons. Eh bien, tu as pris une crème et Dieu sait aujourd'hui que le marché guinéen est inondé de produits qui, dans les conditions normales, n'ont pas leur place ici. Parce que pour que quelqu'un se dépigmente, il faut qu'il ait accès. Si l'accès était difficile, tout le monde n'allait pas se blanchir. C'est certain que ça n'allait pas être comme ça. Récemment, au Sénégal, tout près, l'association Aïda, dirigée par le professeur Fatima Tali, à qui je rends hommage parce que c'est l'une de mes maîtres. Ça a été viral, la vidéo. Ils ont dit, il y a eu une campagne pour interdire la vente de ces produits-là. Parce que dans la vie, il n'y a pas que l'argent. Quelqu'un ne peut pas continuer à faire du profit au détriment de la santé des gens. Je vous ai dit, quelqu'un fait de la dépigmentation, il se retrouve diabétique, il se retrouve hypertendu, il a une insuffisance rénale. Eh bien, il a une insuffisance rénale et toutes les autres conséquences infectieuses qui peuvent lui être fatales. Donc, tous ces aspects-là, c'est important de les intégrer pour dire que c'est un problème. C'est un problème, mais la responsabilité, ce n'est pas seulement ce qui s'y adonne. C'est parce que aussi, quelque part, quelqu'un n'a pas bien fait son travail. On a rendu ça facile. Professeur, je vous pose une autre question par rapport à la vente de ces produits à outrance sur le marché. Alors, selon vous, pourquoi les laboratoires continuent-ils de fabriquer ces produits nocifs à la santé? Vous l'avez dit tout à l'heure. Ma réponse personnelle, c'est que ces produits sont fabriqués, mais ils ne sont pas fabriqués avec pour destination unique la Guinée. Ils sont fabriqués, tous les pays, il appartient aux pays, d'accord, de durcir leur législation, et je sais que ça existe en Guinée, mais il appartient aux pays de s'organiser pour interdire l'entrée de ces produits-là sur leur marché. Parce que le fabricant, comme il sait qu'il fait du profit derrière, il va passer par tous les moyens pour continuer à faire du profit. Mais il appartient aussi à certains qui ont la responsabilité aussi de protéger les gens, de dire oui, il faut que... Alors, allez-y, terminez. De dire, attention, ces produits-là, on les rencontre à tout bout de champ, il faut arrêter, parce qu'il y va de la santé publique. D'accord. Alors, Monsieur Barry, vous luttez contre la dépigmentation. Alors, quels sont les moyens que vous utilisez pour arriver à toucher la cible et puis pour permettre à ces femmes qui se changent, les femmes caméléons, tout le monde, hein, tout le monde. Les hommes, les femmes, voilà. Et quels sont les moyens que vous utilisez? Nous utilisons, disons, beaucoup de moyens. Comme
les moyens d'abord, c'est-à-dire, sont limités, mais disons, parce que pour lutter contre la dépigmentation, on a besoin de moyens financiers, des ressources humaines, donc des personnes et matériels, etc., etc. Nous utilisons plusieurs moyens, à savoir, d'abord la sensibilisation. La sensibilisation, vous avez des canaux de communication. Cela amène la question de savoir peut-être les activités que nous avons menées, puisqu'on a mené un certain nombre d'activités et nous comptons aussi mener d'autres activités. Les moyens dont nous disposons pour le moment, d'abord, il y a la sensibilisation. La sensibilisation, nous l'avons fait. Nous l'avons fait dans des écoles. Par exemple, en 2017, on a été à Sakov, ça c'est un lycée public. Nous l'avons fait dans les salles de classe. On a commencé de la 11e année, dans toutes les options, dans chaque salle. On était une équipe, on est rentré dans chaque salle, on a fait la sensibilisation et cela a suscité aussi, disons, d'adhésion. C'est-à-dire on a compris que vraiment, on a besoin de le faire parce qu'il y a eu beaucoup d'élèves qui ont manifesté le désir de nous rejoindre. Ça, c'était la première école. Presque toute la journée, on était là-bas avec le proviseur qui nous avait accompagnés. On a été dans, qu'on appelle à Hyundai, ça c'est une école privée, on a fait la même chose. On avait voulu continuer dans d'autres écoles, mais malheureusement, à l'époque, on n'avait pas l'agrément. Donc, il y a des écoles où quand on part, on dit ce que vous dites, ce que vous faites est pertinent, mais on ne peut pas vous recevoir parce qu'il n'y a rien qui montre que vous existez légalement. Alors, depuis combien de temps cette structure existe? Cette structure existe depuis 3 ans. Elle a eu son agrément en 2019. Donc la sensibilisation, c'est le premier moyen que nous utilisons et que nous avons même utilisé pour atteindre nos cibles. Deuxièmement, vous savez, actuellement, il faut exister aussi virtuellement, donc sur Internet. On a une page Facebook, c'est écrit ACODE, Action contre la dépigmentation. On a un groupe où on échange avec les gens, on fait des publications et on pense que puisque la plupart des personnes actuellement sont aussi connectées sur Facebook, pour les atteindre, il faut être présent là-bas. On utilise les conférences. En mai 2019, dans l'enceinte de l'ambassade des États-Unis, on a eu à faire une conférence là-bas qui a regroupé les membres de la bibliothèque américaine. Et donc, grosso modo, ce sont les conférences, les moyens de sensibilisation que vous avez aujourd'hui à votre portée. Voilà. D'accord. Et en plus de cela, on a prévu beaucoup de choses. C'est pourquoi on est plus ou moins satisfait de ce que nous faisons. Parce qu'en fonction de ce que nous avons, nous pensons que nous avons fait beaucoup. Puisque c'est une structure qui est composée d'étudiants ou diplômés qui n'ont pas d'abord d'emploi parfois. Donc, mais comme nous sommes armés de courage, donc c'est la volonté qui nous permet de le faire. Mais vu l'ampleur aussi que la dépigmentation a pris, nous pensons que ça nous reste beaucoup à faire. Mais dans ça aussi, il y a beaucoup de choses qui sont prévues même pour cette année. La dernière question, c'est faire passer tout à l'heure un message pour que certaines personnes de bonne volonté vous accompagnent, mais nous y reviendrons tout à l'heure. C'est la deuxième partie. Je crois que le numéro 620 58 90 73 va s'afficher. Les téléspectateurs vont vous appeler. Est-ce que nous ne sommes pas en retard par rapport à notre... Ça a été vraiment intéressant. On a écouté le professeur Tidiane aussi, qui dans son
combat a fait beaucoup de choses pour inviter les uns les autres, les hommes, les femmes, hein. Oui. Arrêtez de se dépigmenter. Je voudrais juste profiter de votre antenne pour dire à M. Tidiane que la Société guinéenne de dermatologie reste totalement disposée à les accompagner parce que le combat, il est commun. Le combat, il est commun. La lutte contre la dépigmentation fait partie aussi des activités phares de notre société savante dirigée par le professeur Mohamed Sissé, actuel doyen de la faculté des sciences. Donc n'hésitez pas et nous restons disponibles pour vous accompagner. Il faut vous faire accompagner par un professeur pour vous orienter dans la prise des bonnes décisions. Et j'espère que le numéro, la régie, le 620 58 90 73 est affiché pour permettre aux téléspectateurs d'appeler via, dites-moi tout docteur, pour vous poser des questions, pas si à vous on pose des questions. Alors professeur, moi une dernière question avant que le téléphone ne sonne, est-ce qu'il y a une réglementation ou bien vous avez une idée, est-ce que vous avez une idée sur la réglementation au niveau de la législation guinéenne pour permettre à la limitation ou carrément à la vente de ces produits, comme vous l'avez dit, les femmes sénégalaises se sont serrées les reins pour arrêter la vente. Je pense qu'en principe, ça devrait exister. Je dis bien en principe, ça devrait exister. Si je me fonde sur le fait que récemment, vous savez qu'il y a une bataille que l'Ordre des pharmaciens de Guinée est en train de mener, le syndicat des professionnels de la pharmacie, pour limiter même le nombre de structures habilitées à travailler dans le domaine du médicament. Et je sais qu'il y a, au niveau du ministère de la Santé, il y a la Direction nationale des médicaments et pharmacies qui travaille bien de façon très assidue pour contribuer si vous voulez, à améliorer la pratique dans ce secteur. Tout porte à croire que, oui, le problème, malheureusement, parfois, c'est pas les textes. Les textes existent. Les textes existent, c'est leur application. Et je pense que la question même de la dépigmentation illustre le fait que ce n'est pas le travail d'un seul secteur. Cette histoire de la dépigmentation ne peut pas être résumée à une question simplement des autorités sanitaires. Si vous voulez, c'est plusieurs acteurs qui doivent conjuguer leurs efforts pour permettre, encore une fois, permettez l'expression de discipliner le secteur parce que les gens sont malheureusement exposés à des choses, parfois par méconnaissance. Si à un moment donné, quelqu'un ne se lève pas pour dire stop, ça c'est pas bon, ça expose les gens, eh bien les conséquences à la longue, c'est des conséquences que subiront l'ensemble des concitoyens et ça va être malheureux. Alors, on n'a pas encore d'appel, mais on va profiter. Ben, professeur, vous avez dit quelque chose, c'est bien vrai. Pour que les téléspectateurs nous joignent ici, nous appellent, il faut que les gens suivent à domicile. Malheureusement, à cette heure-ci, il n'y a pas de courant dans les ménages et dans certains quartiers. On va profiter donc pour regarder le reportage de la rédaction pour nous permettre de gagner un temps et de voir quelles sont les zones qui ont le courant. La dépigmentation, un phénomène inquiétant qui de plus en plus prend de l'ampleur dans le pays. Pour faire face à cette manipulation de la peau, Conakry va bientôt abriter une rencontre sous-régionale. Des panels, des conférences, débats et des campagnes de sensibilisation à travers le pays seront organisées par des dermatologues africains. En fait, l'objectif de ce congrès, c'est d'amener un partage d'informations avec non seulement les collègues de la Guinée, mais également de la sous-région, pour parler des maladies de la peau, mais surtout pour parler cette fois-ci de l'impact de l'environnement sur la peau, les maladies de la peau. Un type d'hyperpigmentation, c'est un phénomène paradoxal. La peau s'épaissit, elle réagit en fait, elle se défend en s'épaississant et en plus elle s'oxyde. Le front de la peau, c'est-à-dire le derme, s'oxyde. Et là, il ne s'agit même plus de pigments, il s'agit d'une véritable oxydation comme quand on rouille, quand un métal
La rencontre prochaine à Conakry sera une aubaine pour les populations de comprendre davantage les conséquences de la dépigmentation, son traitement et la prévention des maladies liées à la peau, mais aussi les manifestations de la pathologie. Pour cette première édition, la préfecture de Kindia est la ville choisie pour la deuxième journée. Les traitements seront gratuits. Alors, nous revenons sur ce plateau. Professeur, vous avez parlé d'acronose, vous avez parlé de vergeture, vous avez parlé... acronose, c'est ce qui est encore appelé goudron. Hein. Pour qu'on se comprenne, quand vous dites elle a fait le goudron, tout le monde le sait. Imaginez un tout petit peu le goudron, combien de fois c'est noir, combien de fois c'est rigueux. Épais, tout ça. C'est rigueux, et bien, à force d'agresser la peau avec des produits qui ne lui étaient pas destinés, avec une telle concentration, naturellement, elle change sa texture naturelle pour prendre... Maintenant, le paradoxe, c'est qu'on l'a dit au départ, l'idée des gens, c'est pour avoir une peau comme on les a vendu une peau de rêve. Mais imaginez quelqu'un qui était noir. Il met des produits avec le seul but de d'avoir une peau claire. Eh bien maintenant, il n'est ni clair, ni noir. Parfois, il a une peau qu'il faut chercher à définir parce que il a eu si vous voulez, les résultats que l'intéressé a obtenus, c'est tout sauf les résultats auxquels il s'attendait. Il y a une autre pièce dans cette histoire, c'est qu'au début, les gens ont l'impression qu'ils ont une peau telle qu'ils l'ont souhaité. Mais ça, c'est transitoire. C'est juste les 2 premiers mois, les 3 premiers mois. Et ça aussi, le temps de finir d'abîmer le système de défense de l'organisme. Parce que on parle de la couleur, mais n'oublions pas que sur cette peau-là, il y a aussi des micro-organismes qui nous protègent. Donc le temps de finir d'abîmer ces micro-organismes qui en principe constituent la première frontière qui nous protège, au bout de 3 mois, 4 mois, c'est selon les individus, et puis on commence à entrer maintenant dans l'autre cycle qui est le développement des maladies. Ils font beaucoup plus d'infections, des infections que tout le monde peut faire, mais qui, si elles surviennent sur un terrain de dépigmentation, deviennent beaucoup plus graves, donc beaucoup plus difficiles à traiter. C'est ainsi de suite. Et puis après, à la longue, il y a ces vergetures-là. Il faut croiser les doigts pour avoir la solution parce qu'en ce moment, malheureusement, on n'a pas de solution quand il est question de faire face à une ochronose ou bien de prendre en charge certaines formes de vergetures qui surviennent sur un terrain de dépigmentation artificielle. Professeur, vous avez parlé certaines maladies liées à la dépigmentation, notamment les problèmes de reins, le diabète et autres. Est-ce que vous avez enregistré également des cas de décès liés à la dépigmentation? Bien sûr. Je vous ai dit que le premier motif d'hospitalisation dans notre service, au service de dermatologie de l'hôpital d'Anka, c'est des cas de grosses jambes. Si vous voulez, c'est ce qu'on appelle la milieu-sous-foyer. Mais il se trouve que ces tableaux de dermohypodermite bactérienne, pour parler scientifique, donc classiquement appelés foyer à milieu sous-sous, ils peuvent survenir chez tout le monde. Mais malheureusement, lorsque ces tableaux surviennent sur un terrain de dépigmentation, c'est beaucoup plus grave. Et ça, dans notre pratique, ça survient environ, si vous prenez 10 patients qui ont un tableau de grosses jambes, les 20 ont fait une dépigmentation. Et le taux de mortalité est beaucoup plus élevé chez ces patients-là. Donc oui, ce n'est pas qu'une affaire d'esthétique. C'est un problème médical qui peut coûter la vie aux patients, malheureusement. Docteur, les femmes, est-ce que d'abord les hommes aussi sont venus chez vous en dermatologie? Oui, c'est tout le monde, les hommes viennent, les femmes, mais en termes de fréquence, c'est bien vrai que c'est les femmes qui sont au premier rang, mais ne sous-estimons pas le fait que des hommes se prêtent aussi à cette pratique-là. Tout le monde vient, et la particularité, c'est que quelqu'un qui ne fait pas de dépigmentation peut faire les mêmes maladies. Mais ceux qui s'y prêtent à cette dépigmentation, quand ils font la maladie est beaucoup plus grave et revient plus souvent.
d'accord, et elle est plus difficile à soigner. Pour la simple raison que le fait de mettre des dépigmentants sur la peau affaiblit les systèmes de défense. Donc, il y a une certaine immunodépression qui est là. Cette immunodépression fait que la prise en charge et même l'expression clinique de la maladie est différente. Donc, quelqu'un qui, voyez-vous, qui ne fait pas de dépigmentation peut faire une infection banale de la peau qui est soignée en moins d'une semaine. Mais si c'est une personne qui se dépigmente, parfois la durée du traitement peut aller au-delà de la semaine, mais quelquefois, aussitôt guéri en apparence, aussitôt les choses reviennent. C'est parce que simplement, il y a un système de départ qui nous protégeait, qui a été détruit, et ça expose encore une fois à faire des choses que nous appelons dans le jargon un peu atypiques. Un peu atypique. Alors, professeur, est-ce que vous parvenez à soigner tous ces cas compliqués que vous venez de citer chez nous, à Conakry, dans le service? On essaye. C'est bien vrai que si vous ne parvenez pas, comment ça se passe? Non, mais très souvent, nous y parvenons. Au moment où, parce que la prise en charge dont nous parlons ici, elle n'est pas que médicale. Mais l'autre bataille, et c'est là où c'est difficile pour nous, c'est d'amener les gens à abandonner la pratique. Comment vous parvenez à persuader? C'est à travers la sensibilisation, parce qu'on se rend compte aussi, à travers les conseils. La question qui revient souvent, c'est de dire, ah docteur, si je n'utilise pas ça, qu'est-ce que vous me conseillez? Oui, toutes les personnes qui sont disposées à demander ce genre de conseils, des conseils appropriés leur sont prodigués. Et avec le temps et la persévérance, parce que ce n'est pas un problème d'un seul jour, n'oubliez pas que quand la patiente ou le patient quitte le cabinet du médecin, il est sous l'influence de son entourage. Il est sous l'influence de son entourage. Parfois, le discours que nous proposons, il est parfois battu en brèche parce que quand vous êtes dans un milieu où vous étiez une dizaine à pratiquer la dépigmentation, parfois il est difficile pour vous de vous extraire seul. C'est pourquoi je dis, ce n'est pas le travail simplement du giron médical, c'est un travail de tout le monde. Tidiane l'a très bien souligné, les gens sont sous influence. Imaginez que parfois le monsieur ou les copines, ils ont partagé leur gamme de produits cosmétiques. Parfois, le simple fait que toi, tu décides de dire je n'utilise plus cette... parfois, tu es mise à l'écart. Donc, le travail, il nous est plus difficile de convaincre les gens à abandonner parce que ce n'est pas notre seul discours qui est écouté. Il y a le discours des spots publicitaires. Nous, on parle et ils sortent, ils voient le contraire à la télé. Vous voulez même donner un exemple? Ça pose énormément de problèmes. On n'a plus le temps. On va permettre à Tidiane de faire passer un message très rapidement. Bon, nous sommes arrivés à la fin de l'émission. Voilà. Okay. Professeur, vous avez... Allez-y, Tidiane, très rapidement. Le message que j'ai à passer est que nous sommes une association, une ONG non gouvernementale et à but non lucratif. Nous avons créé Action contre la dépigmentation pour participer au développement de notre pays sous deux aspects, aspect sanitaire et aspect culturel. Parce qu'on ne peut pas être développé si déjà on ne lutte pas contre les maladies. Et la dépigmentation fait des ravages sur ce plan. Je ne peux pas revenir, il y a le spécialiste qui en a parlé. Et on ne peut pas être développé en continuant à se nier notre être. Donc, il faut être son identité. Il faut d'abord être soi-même, il faut s'aimer pour que les autres t'aiment et voilà, t'apportent de la considération. Et deuxièmement, je demande à toutes les bonnes volontés de venir nous aider, que ce soit maintenant, disons, d'aide sur le plan financier ou quelles que soient les ressources humaines et voilà, matérielles. Et enfin, je veux dire qu'il y a de l'espoir aussi dans cette lutte-là. Parce que je voulais, puisque le temps ne nous a pas permis, comme le professeur vient de dire, la lutte, ce n'est pas seulement d'interdire. En Côte d'Ivoire, en 2015, par exemple, on a interdit les produits dépigmentants. Au Sénégal, on a augmenté les taxes. Au Rwanda, récemment aussi, on a interdit la vente de ces produits-là. Mais ça ne suffit pas. Puisque c'est un problème,
disons, de santé mentalité. publique, Lorsque les gens sont convaincus qu'il faut le faire, même si vous les interdisez, ils vont trouver d'autres moyens. C'est pourquoi nous, on ne va pas s'accentuer sur le fait de dire, bon, on interdit ça, ou on ne produit pas ça, mais on essaie de changer les mentalités pour que les gens soient convaincus. On est pris par le temps et certainement, on va vous inviter encore ici. Tidiane, vous menez des bonnes actions. Mais le temps ne nous permet pas. On va se revoir plus tard pour parler encore de cette dépigmentation. Chers téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Et je rappelle que nous étions avec professeur Thierno Mamadou Tunkara, dermatologue vénérologue au CHU Donka, qui était donc notre spécialiste du jour. Et Monsieur Barry Amadou Tidjane, président de l'ONG ACCOD, qui aussi apporte sa contribution à la lutte contre la dépigmentation. Alors pour terminer, nous vous disons de prendre soin de ce que vous mangez, de votre environnement, d'éviter vraiment les états d'immondices autour de des habitations, de manger équilibré et de faire de l'exercice physique. Et puis, il faut reprendre les bonnes habitudes, se laver les mains avec le savon, après les sels, après le marché, de laver les condiments avec de l'eau de javel en petite quantité. C'est les conseils des spécialistes pour vous permettre d'éviter les maladies diarrhéiques et toutes autres maladies. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'autres thèmes dans cette émission à la même heure. Sur la télévision nationale. Au revoir et merci à l'équipe du jour pour m'accompagner donc pour la réalisation de cette émission.